commission. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je voudrais simplement ici mentionner que c'est vrai qu'il y a eu des cas d'exception où nous avons fait cela. Ici, le vice-premier ministre a sollicité d'avoir ces quelques minutes pour apporter les précisions. Bien sûr qu'il approfondira en commission, mais qu'ici pourra donner en tout cas les grandes lignes par rapport aux préoccupations principales des honorables sénateurs. Merci, Président. S'il vous plaît, vous pouvez prendre les quelques minutes. Merci, honorable. Nakanisi akei pembeni sima mwa minute moke ndenge lokola asengaki tokozonga susu na kati ya ndako ya makitabu ya pali peuple mingi mpenza na sala ekolo mpona koluka koyoka nini ya mwana mboka Jean Pierre Leo abongisi lokola biyano na bisengeli ya babongisi mibeko kala mingi te akozonga kati na biso mpe akoyanola mama Clarisse Pelende tozali na yo longo tozali mpe na mama Feza Kalongola ndenge moko mpe tozali na Prince Mopoi Freddy ye mpe lisusu aza na pembeni na biso Prince lobi boni twasilo boni godefroi isi kamata benatanda bosobika londa chondo wa bishabalala tubikala tusangi muzu bwa chimundo wa bukalenga mu mwaba ujibembala nempesa bikala basangi jibo kubulombo jibwa Jean-Michel Sama Lukonde bindi jimbi mbinu jadikila ngani uvumika mubiki jibwa bwakumuna mushindo kumvuji mu ya kumyanda isombeli mweshi mu kashinkashi mwa bena mabala nempesa mena kavulambe chindonda momekela myanda ya ben mujumba ambula mataji Jean Pierre Liao nguvumika mubiki jija bwakumvuje yimu ya kumyanda pali bika libita ila kwa chilwa mujimu uji ben mujimu bambula mataji bajitunga ja Congo Democratique mbilonde shili yimu ya kumyanda yivwa bena mabala nempesa basu kujingulula nana ngapa bidibika la bitanyila mafutu ben mujimu bambula mataji badibika la basangi juma province le Luanda tibika ni province mitu kumako mbini Sambombo bishilana ni mushindu bikala na mubukalenga bwakalang kibwaluka byakadi bijenga kumanya se ben mujumbo so bikala bakwata mijimu mu mayomi na ma province bikala bafuchibwa mushindu kai men kavulambe jo akumvuje mbulu mbuchama mujimu so jumikala mwenje bwa shijimu cha bili jimu kwa bijini china etonchi bijimu cha chijimu cha bili jimu kwa bijini chitanu ne mushindu ji franga mikala yenze mujimu kujibamwa bakubaji basangi jibo mubama bishilana bya mbula mataji ne mafutu meni mina mushindu jimikala afuchibwa kajikuyi muya kunkonku jigara ba mubuchika yikancha kwanda mu kamponyo kajiba tumashi bwa sebya mba kubemba le nempesa mbamu elukongo pa bikali bitangila bantu bapya baji ngata kumujimu kajitonde Luanda yekaba bikala bafuchibwa nasha kujimu ya kuma province yiji bantu bikala ni nomba yabu ya twambo se matricule bikala ngana nawo kaji kaba bikala bafuchibwa nash mbatu lubapo buyimu ya kuma province bwachini bijimu kwenje mushindo wao njiko kubikala bela mena kavulambe chindonda namuna mushindo wa yeye kwanda muna ni kujibi mubya kubibambalu biji bimana kuikala banga bantu bashishilanga na kaji bantu abo bakaji bijumbi kumbana bibiji bisatu binai belana konko ne kaji nyande ni jika chikondo kanyi bwalbo apaji muntu mikalu kwate mujimu bikene na muna mushindo kupetra bijifutu mbwa kujishulu ndo lubanza ni nana kweso mushindo kweso bwa semijimu yimitalo kumpala kaji paji manda muka mikala fijima kwa makana nato bijibikala bifiluta tulwabuni nana kuji benantanda kujaba jibiso baso kujibwinka muli jula mfumo wajitunga Felix Antoine Sechilombo lujulu kala lwasen miandi jimika Thailand julu mulenga mu mwetunja Congo Democratique imuna mushindo kushintuluka ni nananga iya mitangilo kumpala kuyimu ya nkonko ijibika la bella menaka vulambe chindonda Jean Pierre Liao kujibamba kubemba la nempesa bivoka biji bwa kumanya mushindo ka ujiyo mina mijimwa mikala ipitakana mu bibambalu bya mbula mataji mpaje bukonto jibukwana bwikala ngana ku Feza Kalongola anjo kwa kumvisha mu mwakulu wa Swahili ngajipita pa Lucas kuji Clarisse Pelende kwa kumvisha bena ntanda mu mwakulu wa Kikongo. Bon,
mpaka lizobetukela na inzo ya kizozi ya basenateur wapi bamitabika ntango fyoti na VPM ke na kutala mambo ya bisadi ya leta Jean-Pierre Eliaou na kubaka mwa ntango ina ya kuza kufiungunu na babiuvu yonso ina basenateur mekuza ifusani na mekutala mambo ya njatitulu ya bisadi ya leta ya bisalo ya leta ya mambo kutala bisalo luzingo ya bisadi ya leta samu na nima na minita ina ya kuza vutuka na kupesa mingi penza babiuvu na yao nyonso kuzaka tuwama na twadisi ya Sénat Jean-Michel Samalukonde yi na kintwadi na VP. Honorable sénateur, si nous pouvons reprendre nos places, le vice-premier ministre est prêt à apporter ses réponses aux interventions des honorables sénateurs de tout à l'heure. yoka bongo biyano ya mwana mboka Jean-Pierre Eliaou po ya kuyana na bongo na mituna mimipisameli ye uta na babongisi mibeko. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci, honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Je voudrais évidemment avant tout remercier les honorables sénateurs pour la pertinence et la profondeur de préoccupations qu'ils ont eu à soulever dans le cadre de ce débat général. Cela démontre à suffisance qu'ils sont des élus de terrain et qui sont au fait, en réalité, de tout le problème qui se pose dans notre pays de façon endémique en ce qui concerne l'administration publique de manière générale de notre pays. Alors, ils ont été précis, bien sûr, dans leurs préoccupations soulevées. Il y en a eu 15 ou 16. Il y a eu 15 ou 16 intervenants. C'est 15 très précisément. Je vais tâcher, honorable président, de répondre sur le banc à ces quelques préoccupations. Je remercie l'honorable Afani de me faire cette passe, mais je pense que le respect envers les élus me place devant l'obligation d'apporter tout de même quelques éléments de réponse afin que nous allions évidemment avoir des discussions beaucoup plus poussées au niveau de la commission. D'abord, je commence par l'honorable Kunda, qui, parlant des effectifs, relativise bien sûr les chiffres que nous avions eu à donner et pense que dans ces chiffres-là, il y a à boire et à manger. Et il pense même que dans ce qu'on appelle le fictif, tous ne le sont pas et que probablement il y a des agents qui sont en position de régularité, mais qui malheureusement, à la suite de certaines faiblesses de contrôle ou des différents contrôles qui sont organisés actuellement, eh bien, ont été écartés.
je dirais qu'il n'a pas tout à fait tort, il n'a pas tout à fait raison, mais enfin, qui a tort, qui a raison dans ces chiffres? Je veux dire, nous avons vécu un moment difficile dans notre pays. Je l'ai dit dans mon exposé, où il n'y avait pas de rationalité dans les recrutements. C'est connu. On a recruté à tout va, sans observance des cadres organiques, sans respect des normes en la matière. Ce qui fait qu'à un certain moment, lorsque arrive le moment de remettre les choses en bon ordre, oui, les choses ne sont pas si simples qu'on le croit. Il y a des marges d'erreur, oui, mais il y a aussi, évidemment, ceux de fonctionnaires qui ont évolué dans l'irrégularité et qui, après des années, ont cru avoir régularisé leur situation de facto et qui aujourd'hui sont effectivement en difficulté. Nous gérons des cas difficiles tout au long de tous ces processus. J'ai reçu un chef de division qui a fait 25 ans dans l'administration du budget, qui est un expert, qui est à la tâche, qui est régulier, mais qui a reconnu être dans l'irrégularité du fait d'avoir été en réalité mal recruté et du fait d'être détenteur d'un numéro matricule en réalité qui appartenait à un autre agent. Face à ce genre de situation, nous sommes dans l'obligation de faire preuve de flexibilité au regard du fait que, en réalité, cette situation a été causée du fait de faiblesse de l'administration. Et donc, nous régularisons. Et cet agent a vu sa situation être régularisée. Vous avez cité l'exemple de cet agent qui frappé d'AVC pour avoir été déclaré fictif. Je veux dire, qui est fictif? Qui est agent fictif? Est agent fictif, c'est lui qui ne se présente pas d'abord dans son lieu de travail. Lorsque on effectue de contrôle, il n'est pas là. On donne des délais supplémentaires, il n'est toujours pas là. Il peut être déclaré sur papier, mais physiquement, il ne preste pas. Aucun renseignement ne permet de l'identifier dans une quelconque position. À ce moment-là, il peut être déclaré fictif. Et encore que, dans les systèmes actuels de contrôle, un temps est accordé à tous ces agents fictifs, enfin déclarés fictifs, présumés fictifs, de pouvoir régulariser leur situation. Donc, il n'y a pas un agent qui, définitivement, a déjà été écarté jusque-là. Cette probabilité est envisagée pour janvier 2027. Autrement dit, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu être identifiés, tous ceux qui ont été désactivés parce qu'en conflit de matricule avec d'autres agents de l'État, eh bien, sont en train
de faire des démarches au cas par cas pour régulariser leur situation. Donc, je vous réserverai volontiers pour que vous puissiez me donner des renseignements sur cet agent pour qu'ensemble nous puissions, honorable Kunda, voir dans quelle mesure l'aider. Ensuite, vous dites qu'il y a des cas de ceux qui, après contrôle, se voient être rétrogradés ou voir leur salaire, effectivement, nivelé vers les bas. Oui, ça peut aussi arriver. Parce que les différentes promotions qui ont été obtenues par ces derniers n'ont pas été régulièrement remontées à la fonction publique. Donc, il y avait un problème de gestion des carrières par les passés. Ce qui fait qu'un agent peut sectoriellement évoluer sur le plan de carrière, avancer en grade, sans que sa situation administrative d'évolution ne soit signalée à la fonction publique. Parce que lorsque la fonction publique contrôle, eh bien, ramène l'agent à sa situation du départ. Et donc, on est donc dans l'obligation d'ouvrir un dossier spécifique pour pouvoir régulariser, alors en ce moment-là, l'agent et actualiser sa situation professionnelle. Et c'est ce qui est fait actuellement. Il en va aussi de même pour les différents agents désactivés après la transformation numérique, après la numérisation. Comme le système biométrique n'accepte pas deux agents pour un numéro matricule, automatiquement, il y en a un qui saute. Et on essaye de regarder l'ancienneté pour en garder un seul. Et donc, beaucoup qui, depuis 15, 20 ans, étaient dans ces conflits parce que le système n'était pas numérisé, eh bien, continuaient à évoluer dans leurs différents services jusqu'à ce que le triptyque qui a été obtenu d'un agent, un poste, un salaire, ne puisse malheureusement ne plus permettre cela. Mais nous avons là aussi accordé la possibilité à l'agent d'introduire des recours et de pouvoir se voir accorder un nouveau matricule pour régulariser sa situation, si tant est qu'il est effectivement en poste et qu'il est effectivement en service. Et enfin, les cas de ceux qui sont en mission ou en études, là aussi, il faut mettre fin au laisser-aller. Lorsqu'on est fonctionnaire de l'État, on ne part pas en études, en formation, sans préalablement obtenir une mise en disponibilité, en bonne et due forme. Il y en a qui partent sans signaler, parce qu'ils ont des opportunités, ils disparaissent. Et ensuite, après, ils se rendent compte qu'ils sont considérés comme en étant des déserteurs, en désertion. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas formalisé préalablement leur départ. Si ce sont des missions, là, oui, les missions sont limitées aussi. Un agent qui est envoyé en mission, ça peut être une mission d'études pour une année et qui va faire 10 ans. Qu'est-ce que nous faisons? On vous envoie pour une année. 10 ans après, vous n'êtes pas toujours rentré. Qu'est-ce que nous faisons? Nous payons des gens qui sont à l'étranger depuis 20 ans. Est-ce normal? À un certain moment, il faut rationaliser. À un certain moment, il faut mettre fin à certaines inepties. Là, c'est le rôle de l'État. Là, c'est le rôle du gestionnaire des ressources humaines de l'État que je suis. Je signale, il y a
des arrêtés, il y a des notes circulaires, il y a des décrets, mais il faut aussi que cela soit affirmé, évidemment, dans la loi. Et nous mettons en place différents mécanismes de contrôle, d'assiduité, de présence, évidemment, et de performance pour nous permettre justement d'écarter ceux qui ne respectent pas les contrats. Un agent qui est recruté, il est recruté pour, bien sûr, exécuter une tâche. Voilà pourquoi, dans le cadre de la nouvelle politique salariale, et je reviendrai, qui est en élaboration, nous avons levé l'option de ne plus rémunérer les numéros matricules. On ne va plus rémunérer les numéros matricules. On va rémunérer le travail accompli. On va primer la performance. Parce que, à force de rémunérer les numéros matricules, ben, tout le monde cherche les numéros matricules. On ne cherche pas le travail. On ne sollicite pas d'aller travailler, on sollicite l'obtention d'un numéro matricule. Ce qui fait que dans notre pays, il y en a qui en ont et qui passent aussi des contrôles, mais qui ne prestent pas. Il y a des mamans qui sont nos mamans, à Gambela, qui, dans tel autre marché, détentrices de numéros matricules et qui vont toucher à la fin du mois. Mais il y en a qui travaillent, qui prestent réellement, mais qui ne touchent pas. Et je vais donner un exemple, les hommes aussi, surtout les hommes. Surtout les hommes. Donner l'exemple emblématique d'une maman qui est à Gambela, mais les hommes aussi, bien sûr, qui sont dans des structures privées, qui sont des commerçants, qui font d'autres métiers, mais qui sont détenteurs de numéros matricules rémunérés. Il faut à un certain moment remettre de l'ordre et faire en sorte que nous puissions véritablement mettre en place un système qui permet à l'État de contrôler l'effectivité du travail accompli par les agents de l'État. Un travail accompli, mais bien accompli. On y reviendra à ce qui concerne évidemment la question de l'évaluation des compétences, parce que l'agent doit être évalué pour savoir si il est effectivement à la tâche, si il a un niveau moyen nécessitant une formation continue, un renforcement des capacités, ou s'il a un niveau excellent qui lui place prioritairement dans la promotion, dans la position d'être promu. Noam Gebanga est revenu sur la question de maîtrise des effectifs en parlant singulièrement de la question de l'identification biométrique. Il a stigmatisé le comportement des agents identificateurs qui sont envoyés en province et qui se limitent bien souvent dans le chef-lieu, non pas en province. D'abord, je suis très étonné d'entendre cela parce que les dispositions qui ont été prises, honorable Gebanga, c'est que ces agents identificateurs, pour la première fois dans notre pays, vont partout, pas seulement dans les chefs-lieux. Il n'y a aucune province, aucune, où les agents ne sont allés qu'au niveau, ne se sont limités qu'au niveau des chefs-lieux. Vous avez donné l'exemple de Bouta, de Bazoélé. Mais non, j'ai envoyé 2 fois les équipes dans le Bazoélé et les agents sont allés partout. Partout. Non seulement à Bouta, mais à Aketi, à Bambessa. À Bambessa, honorable Aminata. Non, pas du tout. J'ai des rapports.
j'ai des rapports. On va peut-être avoir le temps de nous voir en caucus pour que nous puissions en discuter, et je vous donnerai les chiffres de ceux qui ont été identifiés au niveau de tout le territoire. Territoire par territoire, nous avons des statistiques. Là où je peux vous rejoindre, c'est peut-être les nombres de jours. Les nombres de jours. Oui, enfin, on verra bien. Moi, je vous donnerai des statistiques. Le nombre de jours. Nous envoyons les agents pour 1 mois. Ils sont stationnés. Il y a une équipe qui est stationnée au niveau du chef-lieu. Et puis, des équipes itinérantes qui vont faire 10 jours au niveau de chef-lieu, au niveau des territoires, chef-lieu des territoires. Mais là, je suis d'accord avec vous sur le fait que quand on dit 10 jours, évidemment, il y a des territoires qui sont vastes, qui sont difficilement accessibles. Non, Minata, excusez-moi, il y a des territoires qui sont difficilement accessibles. Il se fait que Bambessa aussi, votre territoire, l'est. Honorable Aminata, si vous pouvez laisser le vice-premier ministre répondre. Il se fait que votre territoire... Vous ne pouvez pas faire d'interaction avec le vice-premier ministre, s'il vous plaît. Merci, honorable président, pour la protection. Mais il se fait qu'il y a des territoires qui sont difficilement accessibles, qui exigent du temps aux agents pour y arriver. Moi, je connais des agents qui, de fois, font le pied avec des valises biométriques sur la tête pour atteindre le territoire. C'est un travail exigeant, difficile, mais ils le font. Et nous avons les territoires, nous avons les résultats, les statistiques, notamment ce qui concerne Bouta, territoire par territoire. J'ai envoyé une mission deux fois à Bouta, et il y a une 3e mission de rattrapage qui est encore prévue pour le mois prochain, avant de publier définitivement l'annuaire alphabétique. J'ai parlé des NU, vous avez raison, mais vous dites que je n'ai pas parlé des NP. Non, j'ai parlé des NP. J'ai parlé des NP parce que je vous ai dit dans mon exposé qu'à mon arrivée, 691 000 agents n'étaient pas rémunérés lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Et je vous ai aussi indiqué les chiffres depuis que nous sommes là, 176 000 fonctionnaires qui ont été mécanisés. Et nous avons fait en sorte que chaque province soit concernée cette fois-ci. On peut toujours discuter sur le nombre, bien sûr, parce que c'est au prorata des données de fonctionnaires réguliers. Et ce n'est pas toujours chose aisée, mais nous faisons en sorte que chaque province puisse se retrouver. Mais lorsque nous donnons une quotité à une province, il faut diviser cette quotité par le nombre de territoires, par le nombre de services. Souvent, ce n'est pas évident. Et je souligne que sur cette question de mécanisation, nous sommes en train de nous battre avec des moyens tirés des opérations d'assainissement de fichiers. J'ose espérer que, en tant qu'autorité budgétaire, vous êtes le Parlement, vous allez nous accompagner quant à ce. Je ne ferai pas de détails sur la comparaison Bumba et Bouta, ils sont tellement proches, ils sont des oncles, mais lorsque nous allons nous voir en caucus, nous aurons à discuter de chiffres concernant le nombre concernant l'arrêté que vous avez cité. Et puis après, nous verrons ce qui a fait. Ce qui est sûr, c'est que Bouta, comme toutes les autres provinces, n'est pas laissé pour compte, même s'il y a un grand travail à faire pour qu'ils puissent le basouler, en tout cas rattraper les retards accumulés. Les retards accumulés. Il vaut mieux poursuivre, s'il vous plaît, monsieur le vice-président. Il y a, j'en viens à la préoccupation de l'honorable Ngoï Kassanji concernant le statut, notamment au niveau de l'article 22. Je suis tout à fait d'accord s'agissant de la compétence d'affectation. Nous allons en discuter en commission. Je suis plutôt ouvert sur cette question.
Mais en revanche, en ce qui concerne le nombre de, disons, la durée de 5 ans accordée à un agent pour demander la mise en disponibilité pour des raisons de convenance personnelle, nous allons essayer d'entrer dans les détails, si vous voulez bien, au niveau de la commission, parce que c'est une disposition qui existe déjà dans le statut actuel. Alors, en ce qui concerne l'évaluation, vous pensez qu'elle doit se faire sur base des critères objectifs, mais je suis tout à fait plutôt d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'il faut élaguer l'évaluation, il faut justement déterminer ces critères objectifs-là, au lieu de l'élaguer, parce que l'évaluation, c'est quelque chose d'essentiel. Si nous voulons aller vers une administration publique de qualité et efficace. Mais je vous rejoins lorsque vous parlez de déterminer les objectifs, mais on ne voulait pas tout déterminer dans la loi parce qu'il existe déjà un acte réglementaire, un décret qui précise les détails de cette évaluation. L'honorable Lutundula est revenu sur, je vous remercie pour le mot aimable, je remercie tous les honorables sénateurs, bien sûr, sur la gestion des différentes catégories et singulièrement sur la question des catégories des agents prestant en province. Et vous avez soulevé singulièrement la problématique de la mise en place de la fonction publique provinciale. C'est une question qui vous est chère, je le sais, parce qu'on a eu à en parler, à en discuter plusieurs fois, lorsque vous étiez vous-même au gouvernement. Vous avez raison, parce que nous devons aller jusqu'au bout de la logique, bien sûr, de la décentralisation dans notre pays, mais c'est une question d'option. Nous avions plutôt levé l'option de remettre de l'ordre d'abord au sein de l'administration nationale, centrale, qui est représentée en province à travers le service de concentré. Il y a un désordre qui est palpable, qui est là, qui mérite d'être résolu avant que nous puissions implémenter, et nous l'avons fait pour 5 provinces, ou généraliser la mise en place de la fonction publique provinciale. Je souligne que la fonction publique provinciale est rattachée aux institutions provinciales. Il s'agit de la fonction publique près les différents gouvernorats. Il s'agit de la fonction publique de l'administration des assemblées provinciales, des administrations près les ministères provinciaux, des régies provinciales, etc. Donc nous sommes en train d'y aller graduellement, tout en prenant soin d'abord résoudre le problème au niveau de services déconcentrés. Mais c'est une question, mais il y a un plan qui a été mis en place pour que nous puissions accélérer le processus, évidemment d'ici 2027, en début 2027, pour accélérer le processus. Et je vous remercie aussi pour la rigueur que vous avez sollicitée en ce qui concerne le deuxième texte. On essaye de le faire, effectivement, déjà, avec rigueur. C'est pour cela que nous avons fait le choix, notamment, d'intégrer des organismes internationaux qui encadrent de caisses de retraite et de pensions, notamment la CIPRES et l'AICES. Et aujourd'hui, la SENSAP est côté ISO,
9001 et à cause de cette rigueur dans la gestion. Et nous essayons, en tant que tutelle, de faire en sorte que, évidemment, que le fonds qui sont gérés et investis le soit de manière tout à fait rigoureuse et encadrée. Honorable Kapanga, bien aimé la formule sur la beauté de la fonction publique et sur cette image de jardin, mais c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Parce que vous m'aviez demandé d'imaginer que la fonction publique était un jardin. Oui, j'ai essayé d'imaginer. Tout ce que vous appelez outils modernes, c'est ça la transformation numérique. Je reviendrai peut-être ici pour vous faire le point, vous donner un état général sur l'avancement de réformes, notamment la réforme sur la dématérialisation des démarches administratives, parce qu'aujourd'hui, tout se passe au travers le portail de la fonction publique. J'ai parlé de Bazouélé, mais je peux parler d'autres provinces. À partir du moment où vous serez associés, je reviendrai, honorable Kalumba, vous serez associés, les élus seront associés à ce que nous faisons, ce que nous mettons en place comme dispositif, j'appelle révolution, thème conceptuel, parce qu'un changement systémique, en réalité, de l'existant, eh bien, aujourd'hui, les frappes, le fichier des références de l'administration publique peut être suivi par vous en tant que sénateur. Vous avez la possibilité, à travers votre téléphone, de savoir qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas. Vous avez ici des fonctionnaires qui travaillent à l'Assemblée. Prenez seulement les numéros à partir du portail de votre téléphone. Eh bien, entrez dans le portail, je dis www.fonctionpublique.gouv.cd. Eh bien, vous allez voir le portail de la fonction publique. Et la première fonctionnalité, c'est annuaire. Vous cliquez sur annuaire, demandez à n'importe quel fonctionnaire du Sénat son numéro matricule sans connaître son nom. Eh bien, il vous donne son numéro matricule. Vous verrez sa photo apparaître avec sa position administrative, son grade et toute sa situation administrative. C'est ça la transformation numérique. Vous pouvez le faire ici comme ailleurs pour tous les autres fonctionnaires. Et les fonctionnaires eux-mêmes peuvent entrer dedans, avoir un espace personnalisé où ils peuvent trouver leur cotisation sociale, ils peuvent trouver la date de départ, leur date de départ à la retraite, décomptée, 23 jours, 23 ans, 10 mois, 8 jours, c'est précisé, et c'est décompté tous les jours. Là, ils trouvent des fonctionnalités pour faire toutes les démarches, mise en disponibilité, demande de congé, mise en détachement, mécanisation, demande, écrire au VPM. Tout se passe de façon numérique et ça marche parce que depuis une année et demie seulement, j'ai reçu 300 000 messages de différents fonctionnaires à travers le pays. Et 33 000 fonctionnaires ont été mécanisés grâce à ces systèmes dématérialisés. Et je pense que quand vous parlez des outils modernes, oui, nous sommes en train petit à petit de nous doter de ces outils modernes. Maintenant, il faut connaître les nombres de jardiniers. Ça aussi, c'est ça l'essence de l'identification biométrique. Mais on veut que ne vienne pas dans ces jardins qui veut, parce qu'une fois le nombre connu, il faut maintenant encadrer. Si vous voulez devenir jardinier, il faut passer par des procédures. Voilà pourquoi je viens devant vous en tant qu'autorité législative pour pouvoir nous autoriser à rationaliser les recrutements. Ne peut pas devenir fonctionnaire qui veut, ne peut pas devenir honorable jardinier dans ces jardins qui veut. Donc, non, honorable loi, bien sûr, mais ne peut pas devenir jardinier qui veut. Vous êtes vous-même un très grand jardinier dans ces jardins parce que vous êtes agent public de l'État en tant que sénateur. Alors, former les jardiniers, nous les formons aussi. La formation est au centre, au cœur même de nos stratégies.
j'ai parlé de la formation continue ici, mais il y a aussi la formation initiale, à travers notamment l'ENA, qui forme les agents, disons, le fonctionnaire d'aujourd'hui et de demain. Et il faut côtoyer ces enfants pour comprendre que, effectivement, nous avons toutes les raisons d'être fiers de nos enfants lorsque la formation est bien faite. Et c'est pour cela que nous imposons aussi l'évaluation, pour permettre à ce que, non pas que le fonctionnaire soit écarté, mais qu'il soit bénéficiaire d'une formation continue à même de leur permettre de renforcer leurs capacités. À ce qui concerne les effectifs, d'abord la question de réformer la fonction publique sans les fonctionnaires, ça vous avez raison. Nous avons érigé les dialogues comme philosophie de travail au sein de la fonction publique. Donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons avec les fonctionnaires. Ils sont associés. Là où nous parlons, ils sont à l'hôtel Béatrice, non, hôtel Sultani, ensemble avec les experts du gouvernement, finances, budget, fonction publique et d'autres sectoriels. Il y a des partenaires sociaux pour pouvoir travailler sur la nouvelle politique salariale. Je suis un peu réservé sur la question des annexes qui ont donc été, disons, le chiffre des effectifs qui ont été transmis aux annexes de la loi de finances. Je vérifierai parce que les chiffres ont bien évolué. Bien sûr, avec les 11 000 agents qui sont partis à la retraite, j'ai parlé des 176 000 agents qui ont été mécanisés, sont les chiffres du budget, ça ne vient pas de moi. Je parlais des 122 000 autres qui ont été alignés à la prime. Mais s'agissant de mécanisation, c'est le fruit de l'assainissement, opération d'assainissement, qui continue. Et dans l'assainissement, on essaye justement d'écarter notamment les décédés. Aujourd'hui, la transformation numérique nous permet d'écarter les décédés. Quand on identifie, par exemple, des fonctionnaires, on ne sait plus identifier les décédés. Alors que hier, ces décédés-là touchaient encore leur salaire. Dans notre système, malheureusement, ceux qui sont morts il y a 20 ans continuaient de toucher leur argent. Je ne sais pas par quel mécanisme, moi je ne sais pas, mais ils touchaient leur argent. Et c'est grâce à la numérisation du système qu'on a pu stopper cette hémorragie et se servir maintenant des économies dégagées pour pouvoir mécaniser les agents qui sont donc en service. Peut-être les services ont transmis malencontreusement ces annexes. Nous allons vérifier pour que correction soit faite. Je remercie l'honorable Kapenda pour ces mots aimables. Il a soulevé deux préoccupations. D'abord, en ce qui concerne les 33 hauts fonctionnaires qui ont été mis à la retraite, à quand le paiement de leurs indemnités, de leur allocation de fin de carrière. Eh bien, c'est pour bientôt. Il y a le dossier dans le pipeline. Je crois que ça a quitté déjà la liquidation, c'est au niveau du budget. Au niveau de finances, de l'ordonnancement, nous allons suivre pour que d'ici la fin de ce mois, que ce soit chose faite. Les cas de NU ayant été mis en service il y a de cela 10 ans, je l'avais dit, que nous allons agir pour leur régularisation. On va régulariser les NU anciennement postés, bien sûr, mais nous le faisons là aussi avec prudence et méthode. Parce qu'il suffit de demander les listes de concernés pour qu'on puisse nous envoyer des noms d'autres personnes. Et là aussi, c'est une faiblesse de notre système, où les responsables des services peuvent comme ça vous envoyer des noms au niveau de la fonction publique qui n'ont rien à voir avec le vrai NU. Voilà pourquoi il y a un contrôle
qui a été effectué et qui a permis de déceler aujourd'hui 123 000 NU qui sont donc en attente de leur régularisation. Mais je souligne aussi que tous ceux qui ont été mis en service après 2022 ne seront pas concernés par ces processus de régularisation. J'ai pris bonne note de cas, comme vous avez souligné, des agents qui font des kilomètres, notamment chez vous, à pied pour aller toucher leur salaire. Nous allons, à partir de T3, commencer l'expérience de mobile banking. On aura d'abord 5 provinces pilotes. Ensuite, petit à petit, nous allons migrer pour des zones non couvertes par des banques. Nous allons devoir essayer cette expérience qui réussit plutôt bien dans certains pays comme le Kenya, le Nigeria, pour que les agents puissent à temps réel percevoir leur salaire. L'honorable Vangou est revenu sur la question de l'évaluation dans le cadre de... Il s'est interrogé si dans le cadre de cette réforme, nous avons prévu des référentiels de postes. Oui, je le confirme, pas seulement dans le cadre de cette loi, mais bien avant déjà, pour que ceux qui suivent les informations, voir les ministres venir à mon office pour que justement nous puissions refixer des cadres, de nouveaux cadres et structures organiques qui sont assorties des référentiels des emplois avec des maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser, parce que c'était là où logeaient les diables dans notre pays, parce qu'on ne savait pas respecter les cadres organiques, parce qu'on continuait à recruter nos jeunes gens sans avoir l'assurance de, je l'ai dit tantôt, donc de postes disponibles. Eh bien, ça a engendré ce que ça a engendré dans notre pays, donc de NA, on en parle très peu, de non affectés. Ils ont des numéros matricules, mais ils n'ont pas d'emploi. Et dès qu'ils ont l'emploi, eh bien, comme ils n'étaient pas budgétairement prévus, ils deviennent de NP, donc des non payés. Tous ces systèmes doivent être éradiqués. Vous avez aussi parlé des manuels de procédure. Vous avez raison, ces manuels de procédure sont en élaboration et je pense que dans 3 mois, ils seront donc rendus publics. Les effectifs, vous êtes revenu sur les emplois rémunérés qui doivent être en conformité avec les provisions budgétaires. Je crois que nous sommes tout à fait d'accord sur ce point-là et que s'agissant du recrutement, vous avez voulu savoir exactement s'il y a des écoles spécifiques qui peuvent accompagner ces concours. C'est vrai que nous avons pour le moment, s'agissant de l'administration publique, centralisé le concours au niveau de l'ENA. Ensuite, en fonction de la singularité du service, on essaie de faire appel à d'autres structures spécialisées. Mais on verra la question de la pertinence, évidemment, de certaines écoles spécifiques pour essayer effectivement de renforcer les capacités. Là, vous avez tout à fait raison, la question sera examinée. Honorable Naweji, revenant sur la problématique des injustices sociales, est en train de s'interroger sur la prise en compte de parler des enfants de femmes vendeuses de braises, maman maraîchère, bien souvent, ils s'interrogent si leurs enfants, si les compétences de leurs enfants seront prises en compte dans ces processus. Je dis oui, quand on parle de la méritocratie n'a pas de couleur. Je veux dire, il n'y a pas de discrimination à faire entre l'enfant d'une femme ou d'un homme, ça peut être discriminatoire, ou d'un homme commerçant
d'une maman maraîchère et un fils d'un ministre ou d'un parlementaire. Il n'y a pas de discriminations à faire, il n'y a pas de différences à faire. Les propres de la méritocratie, c'est que le concours est organisé à compétences égales. C'est ce qui se passe notamment à l'ENA. Il y a des milliers de candidats, mais pour 100 postes des élèves qui sont destinés à devenir administrateurs civils de l'État. Et ce concours est organisé de manière totalement transparente, avec l'accompagnement évidemment de nos partenaires belges et français, parce que nous collaborons avec l'ENA française, qui est devenue l'INSP, et l'Institut Egmont de Belgique. Et là, les corrections sont faites de manière aveugle, où il n'y a pas de nom, il n'y a que des numéros. Les correcteurs ne voient que des numéros, et puis on corrige, ils corrigent, et puis c'est affiché en ordre utile. Et je suis fier d'accompagner ces systèmes parce que, in fine, vous avez des élèves qui sortent de là, qui arrivent en ordre utile, qui sont justement des fois des élèves de milieux défavorisés. J'ai reçu 10 parmi ceux de la promotion actuelle, promotion Mamadou Ndala, 10 de ces élèves qui partaient en Belgique, qui sont partis les dimanches. Il y en a un parmi eux qui a concouru à partir de Bassoko. Il a pris la nouvelle à partir de Bassoko, en province orientale. Et en de la Tchoko. Et monté à Kisangani pour aller tenter sa chance. Et grâce à la promesse républicaine, il a réussi au concours et il a été classé en ordre utile, retenu, épreuve orale, en épreuve orale, épreuve écrite. Et les voilà aujourd'hui sélectionnés pour aller en stage de professionnalisation à Bruxelles. C'est ça la méritocratie. Il n'est pas là parce qu'il connaît tel ministre, tel secrétaire général ou tel haut gradé de la société. Il est là tout simplement par ses propres mérites. Et c'est ce système que nous voulons aujourd'hui prioriser et faire ancrer dans notre pays afin d'accorder toutes les chances à tous les jeunes de la République, sans distinction de milieu d'où l'on vient. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, vous allez quand même nous faire un peu économie de temps, étant donné que nous avons une autre matière. Je sais que le sujet est très passionnant. Peut-être résumer les dernières réponses que vous allez donner Merci, honorable président. C'était des honorables sénateurs qui ont été assez profonds et exhaustifs dans leurs interventions. Je veux tâcher de tenir compte de votre observation. L'honorable Aminata est revenu sur la nécessité d'aller plus loin dans la réforme. Elle a raison, mais nous ne pouvons pas ici tout remettre en question parce que toute la loi n'est pas mauvaise. Il s'agit d'un texte modificatif. Nous avons essayé de cibler les dispositions qui posaient problème. Et ici, à l'occurrence, nous avons voulu rationaliser la question de l'accès dans la fonction, la question du recrutement, parce qu'au fait, c'est là où vraiment alors loge le diable, parce que dans notre pays, comme je l'ai dit, nous avons laissé toutes les portes ouvertes. Nous n'avons plus défini les critères d'accès, ce qui fait que, je vous dis, en 3 ans cumulés, 3 ans en cumulé d'une certaine période, 1 million de fonctionnaires ont été recrutés. 1 million de fonctionnaires, sans prévision
budgétaire, aucune. Sans observance de cadres organiques, 1 million de fonctionnaires. Alors, comment fait-on en ce moment-là? Comment on fait pour payer ces gens? Et aujourd'hui, les jeunes gens circulent avec leurs arrêtés en poche, qui à la recherche d'une affectation, qui à la recherche d'une mécanisation. On ne peut pas vendre du vent aux jeunes. Il faut faire les choses comme dans une civilisation. Et c'est ce que nous essayons en tout cas d'obtenir à travers cette réforme législative. Et faire en sorte que la carrière, là aussi, soit surveillée, soit mieux gérée, et que nous ne soyons pas obligés de distribuer des numéros matricules comme des cacahuètes, et faire vraiment en sorte que là où il n'y a pas nécessité de recruter un agent de carrière, eh bien qu'on puisse recourir au contrat. Les questions que vous avez posées sont des questions techniques. Je pense que vous serez associés au niveau de la commission. Et les détails concernant la circonscription aussi, ou la province du Bas-Ouélé, vous les aurez au niveau de la commission. Je pense que ça nous aiderait ça vous aiderait à avoir le tableau complet. L'honorable Sinango aussi est revenu sur la question de l'identification biométrique. Je crois avoir donné la réponse là-dessus. Donc, on essaie de faire en sorte vraiment que les identificateurs aillent en province, et puis non seulement au niveau des chefs-lieux, mais au niveau de tous les territoires. Et puis, comme je dis, donc nous allons discuter en ce qui concerne le nombre de mécanisés, des identifiés. Les tableaux sont là. Pour le Bas-Ouélé, vous aurez territoire par territoire de précision. Et puis après, nous allons construire l'avenir ensemble, parce qu'il est déjà prévu que je puisse recevoir le caucus de Bas-Ouélé pour que nous puissions voir ensemble ce qu'il y a à faire. Nam Kalumba, merci de me prévenir s'agissant de la révolution qui doit impliquer tout le monde. C'est pour cela que je suis devant vous. Parce que nous n'avons pas voulu décréter cette révolution par décret ou par acte réglementaire. On est venu devant les représentants du peuple, justement. Vous êtes le peuple, pour que le peuple soit associé à cette révolution sociale. Qu'est-ce qui est révolution dans cette affaire? Ce qui est révolution, c'est que quelqu'un qui a exercé les fonctions ministérielles, et Dieu sait, vous êtes parmi les brillants ministres de notre pays par le passé, mais quelqu'un qui a été avec vous. Il y a des gens qui ont été avec vous au gouvernement, qui aujourd'hui sont dans la déchéance sociale, qui n'ont plus de possibilités, qui n'ont plus de moyens. Il y a ceux qui étaient membres de cabinet qui sont totalement dans la précarité. L'État, je pense, se doit d'organiser les politiques publiques dans ce sens. Aux côtés de l'État régalien que nous appelons de tous nos voeux, justice, plus de sécurité, aux côtés de l'État régulateur, économie, secteur productif, il nous faut avoir un État protecteur qui prend tout le monde dans le bateau. C'est important. Et je pense ici qu'à partir du moment où nous faisons en sorte que la protection sociale concerne tout le monde, à partir du moment où nous agissons pour que, après avoir exercé une fonction, que demain, l'on ne se retrouve pas sans un minimum vital, c'est déjà cela. C'est que vous avez été quelqu'un quelque part, eh bien, à une certaine année, on vous dit, bon voilà, vous n'avez pas grand-chose, mais vous avez ne serait-ce que 35 000 $. Vous avez ne serait-ce que 40 000 $ lorsque vous étiez en train d'occuper telle ou telle autre fonction. Et je crois que c'est important. Nous prenons de mesures, bien sûr, parce que vous dites qu'il faut que l'écosystème puisse suivre, l'écosystème normatif. C'est ce que nous essayons de faire.
parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, j'espère que vous serez en commission pour que nous puissions vous montrer la logique de toutes les réformes qui ont été pilotées justement dans ces sens. Tout n'est pas à légaliser, à mettre dans le loi. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui est réglementaire. Vous avez raison de parler de la valorisation de la fonction publique. C'est ce que nous faisons tous les jours, essayer de faire en sorte que la fonction publique soit révalorisée, que le fonctionnaire retrouve sa dignité perdue. Et petit à petit, nous sommes en train d'aller dans le bon sens. Nous le faisons ensemble avec tous les ministères sectoriels. La fonction publique ne peut pas décider seule. La fonction publique travaille avec les autres ministères, bien sûr, et nous sommes en train de faire en sorte que, oui, vous avez raison, que l'administration soit dépolitisée. Et aujourd'hui, ces projets de loi contribuent justement à la dépolitisation de l'administration publique. Parce que, en somme, nous interdisons, désormais, il est fait interdiction aux chefs des services de pouvoir aligner à tout va des personnes non revêtues préalablement de la qualité de fonctionnaire. Ça veut dire que celui qui veut aligner, affecter un agent, affecter un Congolais, une Congolaise dans un service. Si vous pouvez commencer à conclure. Il faut impérativement que la personne soit admise sous statut et éviter le système de recommandations, parce que c'est ce qui a tué notre administration publique. Et nous parlerons peut-être au niveau de la commission aussi de la question de la capitalisation, et nous allons vous démontrer toutes les dispositions qui ont été prises pour justement d'abord améliorer les rémunérations, mais aussi faire en sorte que, quels que soient les niveaux de rémunération aujourd'hui, que tout le monde soit tout de même concerné. On ne peut pas exclure une catégorie d'agents publics en raison du niveau de sa rémunération. Honorable Labille est revenu sur la question de régularisation et de mécanisation à Idiofa. Je veux renvoyer cette question au niveau de la commission. Je lui donnerai des éléments. Les données sont disponibles. L'intégration de personnel politique, combien de mois, là aussi je réponds clairement. C'est un système de capitalisation. C'est différent de système de retraite par répartition. La capitalisation veut dire, quel que soit le nombre de mois ou d'années, vous pouvez être membre du cabinet politique ayant exercé 6 mois, mais votre argent est là. Il est capitalisé, il est fructifié, et le jour où vous partirez, eh bien, vous retrouvez votre argent. Et quel que soit le nombre de mois, eh bien, votre argent est là. Moi, je parle de minimum vital. Il n'y a pas de limite en termes de timing. Et le problème de proximité à ce qui concerne la SENSAP, nous sommes en train de travailler pour l'extension de la SENSAP. Chaque chef-lieu aura une agence provinciale et chaque territoire aura un bureau de représentation. C'est ce qui est prévu. Et d'ores et déjà, en attendant cette proximité physique, toutes les dispositions ont été prises pour que tous les retraités soient payés et par mobile banking. Donc, M-Pesa, Airtel Money, et c'est ces dispositifs-là qui est aujourd'hui utilisé. L'Office des routes n'est pas régi par le statut de fonctionnaire. On en discutera peut-être en commission, et puis on verra la question en ce qui concerne la DGDA et les déficits auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure en ce qui concerne votre territoire. Honorable Linguepo est revenu vers la fin, il reste 2 derniers, sur la question de recrutement et du moratoire éventuel. Le moratoire est déjà là, de facto.
parce que nous avons mis un frein au recrutement. La loi que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est pour l'avenir, c'est pas seulement pour le présent. Et c'est important de pouvoir rationaliser cette problématique, honorable Linguepo, parce que vous avez soulevé une dimension pertinente, mais j'aimerais vous dire tout simplement, en attendant le travail en commission, que tous les NU, tous les agents NU ne sont pas forcément qualifiés pour les fonctions qu'ils occupent. Donc demain, il peut se poser la question d'expertise, de capacité et des fonctions spécifiques à occuper. Et pour que ces fonctions et ces postes soient pourvus, eh bien, il faut qu'il y ait des règles qui soient préalablement définies. Et c'est important pour aujourd'hui et pour demain. Mais les questions que vous avez soulevées sont des questions techniques pour lesquelles nous aurons à discuter, avoir une discussion beaucoup plus complexe au niveau de la commission. L'honorable Ramazani est revenu sur le paradoxe de voir qu'on veut s'occuper des retraités au lieu de s'occuper d'abord des actifs. Moi, je dirais plutôt qu'il faut s'occuper de tout le monde. Il faut s'occuper des actifs, mais il ne faut pas laisser tomber les retraités. Et c'est à cause de cela qu'on a laissé tomber les retraités, ce qui fait que lorsque nous sommes arrivés, un directeur de la fonction de l'administration publique touchait 21 000 francs et un huissier, c'était 8 200 francs. Les veuves ont donné à qui 2 000 francs, qui 3 000 francs. Non, honorable Ramazani, je pense qu'il est temps de s'occuper de tout le monde, et des actifs, mais aussi des retraités. Et les autres questions, je pense, sont des questions techniques. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons plus parler des NP. Je pense que lorsque nous aurons rationalisé la question du recrutement, lorsque nous allons nous doter d'une politique salariale comme nous sommes en train de le faire, eh bien, nous allons être à même de mettre fin à ces systèmes de NP. Enfin, l'honorable Lodi, pour terminer, l'option de contractualisation, vous pensez que c'est une option qui est discriminatoire concernant la question du plafonnement d'âge à 40 ans, plus 10 ans d'expérience. Moi, je vais vous dire clairement que cette option n'est pas du tout discriminatoire. Au fait, c'est une option. Je ne répondrai pas à la deuxième considération parce que je l'ai déjà dit pour Honorable Tundula. Je vais terminer par là, Honorable Président, si vous permettez, en disant que l'option d'âge concernant la contractualisation n'est pas discriminatoire. Au fait, c'est le statu quo qui est discriminatoire pour celles et ceux qui ont dépassé 40 ans. Aujourd'hui, en tant que ministre de la fonction publique, je suis dans l'impossibilité d'utiliser un expert de 45 ans ou de 50 ans qui est surdiplômé, qui peut être utile à l'État, qui peut être utile à l'administration publique, tout simplement parce qu'il n'a pas l'âge requis. L'âge plafonné, c'est 35 ans. Et la ligne rouge, c'est 40 ans. Au fait, paradoxalement, ce qu'il faut lire dans la contractualisation, c'est que nous avons préservé la carrière. Pour ceux qui ont moins de 40 ans, nous proposons la carrière. Lorsque le jeune qui veut servir l'administration publique est formé à des qualités, eh bien, il intègre la fonction publique, l'administration publique, comme agent de carrière.
avec la possibilité, s'ils souhaitent aller en formation, eh bien, d'avoir la disponibilité. Il y a une souplesse dans la gestion des carrières aujourd'hui qui permet à ce que les jeunes, lui, n'aient pas de problème en ce qui concerne l'accès à la fonction publique. Ceux qui sont exclus, ce sont plutôt ceux qui ont plus de 40 ans. Voilà pourquoi on ouvre cette brèche d'espérance pour eux. Mais alors, on veut que ça soit encadré pour que ça ne soit pas une porte ouverte sans restriction. Eh bien, nous posons la condition d'âge, parce qu'on peut avoir 40 ans, 50 ans, 55 ans, servir l'État, l'administration publique, mais avec un contrat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En revanche, et je chute par là, les jeunes sous-diplômés qui peuvent être formés professionnellement peuvent aussi être utiles à l'État. Vous avez vu la situation de nos villes actuellement. Si vous allez ailleurs, nous admirons les espaces, Rabat, Maroc, Dubaï, en Europe, mais les éboueurs, le paysagiste, qui y preste, qui travaille pour embellir les ronds-points, les rues, carreler, les paver les routes, sont des fonctionnaires, mais ne sont pas nécessairement des fonctionnaires de carrière. Ils sont bénéficiaires de contrats, ils sont des fonctionnaires contractuels. Et il y a une émulation parce que c'est des contrats d'une année renouvelables, ils peuvent être titularisés, mais en fonction de leur performance. Et nous allons travailler, évidemment, dans le cadre de la fonction publique, déconcentrée en attendant la fonction publique provinciale, pour essayer d'intervenir et aider nos villes à relever les défis de l'assainissement et de la gestion des espaces dans les jours et années qui viennent. Voilà, Honorable Président, les quelques réponses que je pouvais réserver aux nombreuses préoccupations des honorables sénateurs. Je me devais d'être à la hauteur de ces préoccupations. Elles étaient nombreuses et pertinentes, d'où le souci de les rencontrer avec un peu plus de précision, qu'on n'ait pas peut-être des très gros débats au niveau de la commission. J'ai dit, honorable président, et je vous remercie, et je m'excuse d'avoir été long sur le coup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Nous avons de façon senti dans vos réponses l'effort, en tout cas, de rencontrer tous les intervenants de la Chambre cet après-midi. Ces questions qui sont de haute importance, sociale surtout, pour l'administration qui nous accompagne tous les jours, épine dorsale sur laquelle nous nous appuyons pour effectuer nos tâches et même pour l'avancement du pays. Et donc, ça reste effectivement des questions importantes. Et c'est pour ça que nous avons choisi de les traiter avec urgence, comme ça a été fait aujourd'hui. Et donc, à ce stade, bien sûr, avant de vous libérer, je vais mentionner que vous aviez déjà indiqué au bureau votre disponibilité à être avec les bureaux des commissions qui sont concernées par cette question, notamment la PAJ et puis la commission socio-culturelle, de manière à ce que voilà, le travail se fasse rapidement. Moi, j'ai eu à échanger avec les deux présidents pour qu'ils sachent qu'à tout moment, ils peuvent vous voir même après la plénière ce jour pour commencer déjà ces échanges, étant donné que vous êtes aussi attendu à d'autres tâches au niveau de la conférence des gouverneurs où vous êtes intervenant et avant de participer au Conseil des ministres le vendredi à Kolwezi. Donc moi, je vous remercie pour cette disponibilité-là et nous allons bien sûr garder un contact au niveau du bureau pour suivre ces travaux-là. Mais à ce stade, nous vous remercions encore une fois de plus et nous vous prions de bien vouloir prendre congé de notre institution et nous permettre de poursuivre nos travaux. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci. Ministre Molandi Mokonzi, Jean-Pierre Liawa, otala bomambi bakalaka kwa biso tope bukalaka ko na biso République démocratique ya Congo.
fonction publique azwi bongo nzela ya kobima ndingisa kuuta epai ya Jean Michel Sama Lukonde mokambi ya babongisi mibeko ya biso na boye na nsima ye koyanola nakanisi babongisi mibeko bakotikala mpona kotala nini bakoki kosala na maloba maye mingimingi ayete laporo ekokende kaka na commission mpona kolandela yango malamu. Oui, merci. J'avais déjà effectivement reçu votre note, honorable rapporteur. Je vais vous accorder la parole tout à l'heure, avant que nous puissions poursuivre. J'indique aux honorables sénateurs et chers collègues que vous êtes que nous proposons l'étude de ces deux projets de loi au niveau des commissions PAJ et socioculturelles. Nous allons leur impartir un temps de 48 heures pour effectuer ces travaux et ils pourront nous revenir. Alors, avant de poursuivre sur le prochain point, oui, honorable Boussa. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, c'est avec un cœur lourd que je prends la parole en vertu des dispositions de l'article 95 du règlement intérieur pour porter à votre attention une tragédie silencieuse mais bien réelle qui se déroule dans les territoires de Boudjala. En effet, un conflit opposant les groupements Mossangué et Sao dans le village de Kaomaï, dans le secteur de Ndololiboko, territoire de Boudjala, dans la province du Sud-Ubangi, vient à nouveau de verser dans le sang. En date du 6 et 7 juin 2025, deux compatriotes de deux camps ont perdu la vie. Au-delà des morts, ce sont des communautés entières qui sont en détresse et des centaines de familles plongées dans la peur. Le conflit a pris une tournure dramatique. Des villages ont été incendiés, les populations fuient leurs terres et la mobilité est désormais difficile, sinon impossible. Les habitants du groupement de Mossangué ne peuvent plus passer par les villages de Kaomaï pour rejoindre la cité de Boudjala et d'autres villages. Et ceux de l'Ikaomaï n'ont plus accès au fleuve via le groupement Mossangué pour rejoindre d'autres groupements, sinon les fleuves pour passer par Mbandaka ou Kinshasa. Comme résultat, désorganisation totale des échanges, chute des activités économiques, isolement et la peur permanente. Ce n'est pas un incident isolé. Ces conflits durent depuis presque 2 ans. Et si rien n'est fait, le pire risque d'arriver. Avons-nous besoin d'un massacre pour réagir? Je recommande avec insistance que le gouvernement central dépêche une mission humanitaire urgente pour soulager la population affectée. 2. Que le Sénat diligente une mission parlementaire d'enquête et d'assistance humanitaire. 3. Et que des mesures soient prises pour prévenir l'escalade et rétablir la paix. Honorable Président, très chers collègues, ce n'est pas seulement un appel à la vigilance, mais un cri du cœur d'une population oubliée qui attend de nous un geste fort. Je vous remercie. Oui, merci, honorable Boussa. Nous sommes très sensibles à cette situation que vivent nos populations du territoire de Boudjala et ces familles qui sont finalement en détresse. Et donc, vous allez vous rapprocher du bureau tout en nous écrivant formellement sur cette situation, de manière à ce que nous puissions accéder à vos demandes. Et bien sûr, saisir les membres du gouvernement par la même occasion qui interviennent sur ce dossier pour aller vers ces populations. Mais nous sommes très sensibles à cette situation. Merci, honorable président. Merci. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, nous passons à l'examen et à l'adoption du rapport de la commission mixte PAJ Environnement relatif à la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural. Cette commission a achevé ses travaux et les documents y relatifs DL 4324
1 et 2 vous ont été distribués. J'invite les membres du bureau de cette commission à venir se placer en face du podium. J'espère qu'il vous reste encore Monsieur Ador. Je vous vois venir, honorable. Monsieur Ador. Vous avez la parole, honorable. On n'a pas voté pour envoyer les deux en commission, les deux lois. Excusez-moi? On n'a pas voté pour envoyer oui, les... C'est vrai, vous avez raison. Merci. On va le faire de manière formelle, effectivement. La plénière doit se prononcer sur l'envoi du texte, mais bon, en réalité, généralement, c'est un peu un sous-entendu, parce que c'est un texte qui nous vient de la chambre basse. Et généralement, elles ont pour vocation à être au niveau des commissions. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait. C'est vraiment une sorte d'automatisme, si je peux le dire ainsi. Et donc, je ne vais pas sortir de la règle. Je vais rester là-dessus. Donc, après cela, je voudrais accorder la parole au coprésident de la commission mixte pour un mot introductif. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, très chers collègues, au cours de sa séance du vendredi 4 avril 2025, la plénière a, après débat général, confié à la commission mixte politique, administrative, juridique, droits humains, environnement, développement rural, ressources naturelles et tourisme. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural pour un examen approfondi avant que celle-ci soit renvoyée en plénière pour son adoption. Entre-temps, dans la foulée, plusieurs questions ont alimenté les débats de ce jour. Il s'est agi de la constitutionnalité de la proposition, de la qualité des techniciens en développement rural, de la formation de ces derniers, des conditions d'accès à l'exercice, des régimes disciplinaires, mais également, il faut que j'ajoute quelques innovations sur la mise en place de cette loi. Parce que ce sont des questions qui ont été largement débattues, Honorable Président. Avec votre autorisation, vous accepterez que notre rapporteur soit amené pour la lecture de ce rapport. Je vous remercie, Honorable Président. Merci, honorable. J'accorde la parole à la coprésidente et présidente de la commission environnement. Attends, ça va. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, à la suite des débats généraux tenus le vendredi 4 avril 2025 et conformément aux dispositions de l'article 132 du règlement intérieur du Sénat, l'Assemblée plénière avait pris la résolution du renvoi à la commission mixte pour examen approfondi la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural. À cet effet,
Une commission mixte a été mise en place, composée de la commission politique, administrative, juridique et droits humains et de la commission environnement, développement durable et ressources naturelles et tourisme. Votre commission s'est mise au travail et dès l'entame, elle a débattu du fondement constitutionnel du texte sous examen en procédant par l'audition de l'auteur de la proposition de loi à la personne de notre collègue Alphonse Ngoï Kassanji, la revue des préoccupations des sénateurs soulevées à la plénière consacrée lors de la présentation de cette proposition de loi par son auteur, l'audition des experts en développement rural de l'Institut supérieur de développement rural ISDER en sigle, l'audition des experts du Bureau d'études du Sénat. Elle a par la suite procédé à l'examen de la proposition de loi article après article, l'examen de son exposé des motifs et à l'adoption de l'ensemble de la proposition de loi et du rapport irrélatif. Ici est de noter que cette proposition de loi comptait 39 articles. Votre commission en a amendé 27, supprimé 8, adopté 4 sans amendement et créé 2 pour compléter les dispositions. Ainsi, telle qu'adoptée par votre commission, la proposition de loi sous examen comporte 34 articles. La commission mixte a jugé l'initiative de notre collègue pertinente car elle renforce la qualité, l'équité, la reconnaissance et l'impact de la profession de technicien en développement rural pour l'intérêt tant pour la population rurale dans notre pays que du secteur et des techniciens en la matière. Au nom de mon collègue coprésident et ceux des membres de la commission mixte, je vous assure, honorable président, honorables sénateurs et chers collègues, que les travaux en commission se sont déroulés dans un climat empreint de convivialité et de respect mutuel. Qu'il me soit permis de saluer ici l'apport du personnel politique des membres du cabinet de notre bureau, du personnel technique et administratif du Sénat, lesquels nous ont été d'un grand concours appréciable du début à la fin des travaux. Tout particulièrement, les membres de la commission mixte ont apprécié l'apport et la contribution des techniciens en développement rural ainsi que des autorités académiques de l'Institut supérieur de développement rural. Cela étant, qu'il vous plaise, honorable président, d'inviter les co-rapporteurs de la commission mixte à donner lecture du rapport des travaux effectués. Je vous remercie. Merci, honorable coprésidente de la commission mixte, pour ce mot introductif. À présent, j'accorde la parole au co-rapporteur pour donner lecture du rapport. Vous avez la parole. Merci de la parole accordée, Monsieur le Président. Commission mixte politique, administrative, juridique et droits humains, environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme. Rapport relatif à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural. Introduction. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénatrices et honorables sénateurs, sénatrices et chers collègues, au cours de sa séance du vendredi 4 avril 2025, l'Assemblée plénière a, après débat général, confié à la Commission mixte politique, administratif, juridique et droits humains, environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural pour un examen approfondi. Déférant à cette décision, votre commission s'est réunie le 9, le 11, le 15, le 17, le 24, le 25, le 29 avril, le 2, le 3, le 4, le 30 avril et le 2 juin 2025.
distinctement dans la salle des conférences internationales et Kivu du Palais du Peuple, ainsi que dans la salle des commissions du Sénat, sous la coprésidence des honorables Lodi Emongo Gilles et Bahati Tito Arlette, respectivement président de la commission politique administrative, juridique et droits humains, et présidente de la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme. 2. De la composition de la commission mixte. Votre commission mixte est composée de manière suivante. 1. Pour la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme, Bahati Tito Arlette, coprésidente, Ngindu Bidoya Sedik, co-vice-présidente, Mouya Mouboyaï Clément, rapporteur, Boboy Mouanela Nadine, rapporteur adjointe, Batumoko Afondouze, Afozunde, Jean-Pierre, membre, Bolenge Boponde Gabriel, membre, Ilunga Kitombo Louis, Alain, membre, Kalumba Mwanangongo Justin, membre, Makshata Kayembe Célestin, membre, Kulumbuya Hervé, membre. Pour la commission politique, administrative, juridique et droits humains, Lodi Emongo Gilles, coprésident, Ngoïka Sanji Alphonse, co-vice-président, Lingue Pomolonga Michel, co-rapporteur, Kazadi Kankonde Ivan, co-rapporteur adjoint, Bahati Lukwebo Modeste, membre, Ichundala Asangi Willy, membre, Kabambawa Umba Isabelle, membre, Mumbere Kachozi Papi, membre, Mwamikedi Makani Marcus, membre, Sinango Mbakoli Edi Pascal, membre. Votre commission a bénéficié de l'apport appréciable du personnel technique, administratif et politique du Sénat dont les noms sont repris en annexe. Elle a aussi bénéficié de la contribution des experts du Conseil des techniciens en développement rural. 3. De la documentation. Monsieur le Président, je peux vous exonérer de la documentation, comme ça on peut aller jusqu'au déroulement des travaux. Du déroulement des travaux, de l'examen article par article. Avant toute chose, votre commission a supprimé dans l'intitulé de la proposition de loi l'acronyme OTDR jugé inapproprié. Ainsi amendé, cet intitulé devient Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural. Chapitre 1er des dispositions générales. Section 1re de la création, du champ d'application et de membres. Pour prendre en compte la donne siège prévue à l'article 2, votre commission a inséré les termes du siège entre les mots création et du champ d'application. Tel qu'adopté, la section première se lit de la création, du siège, du champ d'application et de membres. Article 1er. À cet article, votre commission a 2 points. Premier-formulés sont libérés pour une meilleure présentation. D. Créer un second alinéa pour compléter la disposition. Ainsi amendé, l'article 1er se lit « Il est créé en République démocratique du Congo l'Ordre des techniciens en développement rural OTDR en sigle ci-après dénommé Ordre. La présente loi fixe les règles d'organisation et du fonctionnement de l'ordre. » Article 2. À cet article, votre commission a ajouté au début de l'alinéa 3 l'adverbe « toutefois » pour raison de nuances. 2. Supprimer au même alinéa l'adverbe « exceptionnellement » jugé de trop. 3e tiré, remplacer au même alinéa le mot « pays » par le territoire national mieux indiqué. L'alinéa amendé se lit « Toutefois, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national si décision de l'Assemblée générale. » Votre commission a créé un article ici pour préciser le champ d'application de la proposition de loi sous examen. Il se lit article 2 bis, 3 nouveaux.
La présente loi s'applique à tous les techniciens en développement rural inscrits au tableau de l'ordre. Article 3. 4 nouveaux. Votre commission a formulé cet article pour raison de clarté. Il se lit et membre de l'ordre, tout technicien en développement rural inscrit au tableau de l'ordre. Section 2. Des définitions. Article 4. 5 nouveaux. À cet article, les amendements ci-dessus ont été portés. Des points. Premier tiré, suppression du mot « un » consécutivement à l'amendement opéré à l'article 1er. Deuxième tiré, suppression du bout de phrase chargé d'animer, de mobiliser et de fournir une aide technique aux démarches de développement des communautés rurales ainsi qu'à la concertation des acteurs du milieu rural, dont la subsistance fera l'objet d'un nouveau point à créer. Troisième tiré, insertion au point 3, deuxième ligne du groupe des mots des techniciens en développement rural entre le terme qualité et chargé pour raison de précision. Insertion au point 4 du groupe des mots des membres de l'ordre entre le mot liste et le groupe des mots des techniciens pour compléter l'idée. Enfin, la création du point 5 bis relatif à la profession des techniciens ruraux dont la subsistance provient du bout des phrases supprimées au point 2. Tel qu'amendé l'article se lit, au terme de la présente loi, on attend par des points 1. Le Conseil national de l'ordre, 2. Technicien en développement rural, toutes personnes détenteurs d'un titre académique. Toute personne détentrice d'un titre académique conférera la qualité de technicien en développement rural porteuse d'un numéro d'identification délivré par ordre. 3. Tableau. La liste des membres de l'ordre des techniciens en développement rural qui sont en règle. 4. Règlement. 2 points. Le mesure adopté par l'ordre pour régir l'exercice de la profession conformément aux dispositions légales et réglementaires. 5. Profession de technicien en développement rural, toute activité à caractère d'animation, de mobilisation et d'aide technique ou de conseils à appliquer aux demandeurs de développement communautaire rural afin de réaliser un ouvrage fiable. Chapitre 2. Du rôle. L'intitulé de ce chapitre a été reformulé comme suit. Chapitre 2 de la mission. Article 5, 6 nouveaux. À cet article, votre commission a des points, premier tiré, remplacer à son énoncé les mots rôle par les termes mission mieux indiqués. Deuxième tiré, ajouter au début du point 1 le groupe des mots structurés et pour compléter l'idée. Troisième tiré, supprimer au point 6, in fine, le groupe des mots et de dévouement, cette idée étant comprise dans le point 6. Enfin, créer les points 7, 8, 9 et 10 pour compléter la disposition. Ainsi, l'article se lit. L'ordre a pour mission 2. 1. Structurer et réguler la profession des techniciens en développement rural. 2. Édicter des règlements pour encadrer les membres. 3. Élaborer les activités d'information et de formation continue. 4. Promouvoir l'honneur des membres et l'indépendance de la profession. 5. Faire respecter les principes d'éthique, de compétences et de dévouement. 6. Faire observer les devoirs professionnels et les règles de déontologie. 7. Défendre le droit des techniciens en développement rural. 8. Assurer la cartographie et la documentation de la profession. 9. Assurer le suivi et l'évaluation de la qualité des services fournis par ses membres en garantissant les normes professionnelles. 10. Servir des bureaux conseils et des banques de données du monde rural congolais au profit de tout autre partenaire national ou international. Chapitre 3. Des organes. Pour prendre en compte
la donne fonctionnement, qui intègre de 3 objets de la présente proposition de loi, votre commission a reformulé l'intitulé de ce chapitre comme suit. Chapitre 3, de l'organisation et du fonctionnement. Section première, de l'organisation. Section 2, du fonctionnement. Article 4, c'est nouveau. À cet article, votre commission a des points premiers tirés au singulier. Le point 4 pour raison logistique. Enfin, a ajouté 6e point relatif au Conseil national et communal pour compléter la disposition. Ainsi, l'article 6, c'est nouveau, c'est lit. Les organes de l'ordre sont 1. L'Assemblée générale, le Conseil national, l'Assemblée provinciale, le Conseil provincial, le Collège des commissaires aux comptes, le Conseil territorial ou communal. Section première de l'Assemblée générale. Cette section est devenue le paragraphe premier, conséquence de la restructuration du chapitre 3. Il en sera de même pour les autres sections qui deviendront les paragraphes. Article 7, 8 nouveaux. À cet article, votre commission a porté les amendements ci-après. Des points, premier tiré, réformulation de l'alinéa 3 pour plus de clarté. Enfin, a ajouté d'un dernier alinéa pour compléter la disposition. L'article 7 amendé, c'est lit. L'Assemblée générale est l'organe d'orientation et de précision de l'ordre et de décision de l'ordre. Elle est composée de tous les membres inscrits au tableau. Elle se réunit une fois l'an en session ordinaire et peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2 tiers des conseils provinciaux ou sur demande du bureau du Conseil national de l'ordre. La session ordinaire est consacrée à l'examen et à l'approbation du rapport d'activité de l'ordre de l'année en cours, du budget et du programme d'action de l'année suivante. L'Assemblée générale est présidée par un bureau désigné conformément au règlement intérieur. Article 8, 9 nouveaux. Cet article a connu des amendements suivants. Des points premiers tirés, la suppression au point D du groupe des mots et le membre du Conseil des disciplines, au motif que le Conseil national de l'ordre assure lui-même le rôle de l'organe de discipline. Deuxième tiré, ajout au point 3, in fine, du groupe des mots et les rapports financiers pour compléter l'idée. Troisième tiré, insertion au point 7 du groupe des mots en rapport avec l'ordre, après les mots question pour question de précision. Enfin, la réformulation du point 8 pour compléter l'idée. Ainsi amendé, l'article 8 est libéré comme suit. L'Assemblée générale a pour attribution 1. Élire les commissaires aux comptes. 2. Approuver les budgets et les rapports financiers. 3. Examiner et adopter les plans d'action annuels. 4. Adopter les règlements intérieurs. 5. Délibérer sur rapport d'activité du Conseil national. 6. Examiner toute autre question en rapport avec l'ordre soumise à ces délibérations. 7. Fixer les droits d'inscription au tableau et les cotisations annuelles des membres. Article 9. À cet article, les amendements ci-après ont été portés. 2 points, premier tiré, remplacement à son point 3 in fine du terme répertoire par les mots tableau mieux indiqués. Deuxième tiré, renvoi de ces dispositions au chapitre 8 relatif aux dispositions transitoires et finales. Ainsi amendé, le point 3 de l'article 9, 33 nouveaux, est libellé comme suit. 3. Les modalités d'établissement et d'actualisation du tableau. Les modalités d'établissement et d'actualisation du tableau. Article 10. Cet article a été amendé comme suit. 2 points, premier tiré, fusion et réformulation des articles des alinéas 1 et 2 pour un bon agencement d'idées. Deuxième tiré, insertion à l'alinéa 3 du groupe des mots en raison d'un membre par province, entre le mot membre et l'adjectif élu pour plus de précision. Enfin, renvoi du bout des phrases et représente l'ordre vis-à-vis des tiers de cet alinéa
à la fin de l'article 11 relatif aux attributions du Conseil national, mieux indiqué. Ainsi, l'article 10 amendé se lit: le Conseil national est l'organe exécutif de l'ordre. Il comprend 26 membres de l'ordre, 26 membres en raison d'un membre par province élu par l'Assemblée générale. Article 11. À cet article, votre commission a des points supprimés à la fin de son énoncé de l'adverbe notamment pour plus de précision. Enfin, a ajouté les points 1 supra, 8, 9 et 10 pour compléter la disposition. Tel qu'amendé, l'article 11 se lit: le Conseil national a pour attribution des points 1. Élire le membre de son bureau. 2. La convocation et l'organisation des réunions de l'Assemblée générale. 3. La rédaction du règlement intérieur. 4. La rédaction du code de déontologie. 5. L'administration de l'ordre et de la gestion de son patrimoine. 6. La coordination des activités des conseils provinciaux. 7. L'actualisation du tableau. 8. Émission des avis et considérations sur toute question soumise à l'ordre par les pouvoirs publics. 9. La représentation de l'ordre vis-à-vis des tiers. 10. L'examen des recours contre les décisions prises par les conseils provinciaux. 11. L'autorisation, à cas de besoin, de la création d'une structure opérationnelle sur l'ensemble du territoire national. Article 12. Votre commission a reformulé cet article pour raison de clarté. Il est libellé comme suit. Le bureau exécutif du Conseil national de l'ordre est composé de des points 1. Un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un secrétaire exécutif adjoint, un trésorier général adjoint. Les attributions des membres et les fonctionnements du bureau exécutif du Conseil national sont fixés par les règlements d'ordre de l'ordre. Article 13. Les amendements ci-après ont été portés à cet article. Des points prématurés, suppression du deuxième tiré, jugé superfétatoire. Deuxième tiré, création des troisième tiré bis et attrait à l'expérience du candidat dans l'exercice du métier. Enfin, réformulation du quatrième tiré pour raison de clarté. Ainsi amendé, l'article 13 est libellé comme suit. L'île ne peut être membre du Conseil s'il ne remplit les conditions suivantes. Des points, premier tiré, être de nationalité congolaise. Deuxième tiré, être en règle en cotisation, avoir exercé pendant au moins 5 ans de façon ininterrompue, n'avoir pas été condamné pour une faute disciplinaire dans les 3 dernières années ou à plus de 6 mois de servitude pénale principale dans les 5 dernières années. Article 14. Votre commission a supprimé cet article, jugé superfétatoire. Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ont été supprimés, consécutivement au dernier point inséré à l'article 11 qui attribue au Conseil national de l'ordre la compétence de créer des structures opérationnelles au cas de besoin. Article 22, 15 nouveaux. À cet article, votre commission a des points, élagué le point D, le commissaire au compte et a été laissé au niveau national. Remplacer au point 4, in fine, le groupe de mots des organes et comités provinciaux par les termes du Conseil provincial pour raison de logique. Intervertir les points 1 et 4 pour une suite logique. Enfin, créer un point 5 bis pour tenir compte de la formation continue des membres de l'Assemblée provinciale. L'article amendé se lit, 2 points. L'Assemblée provinciale est composée et compétente pour 2 points. 1. Élire le membre du conseil provincial. 2. Adopter le budget annuel. 3. Approuver les rapports annuels d'activité et les rapports financiers du conseil provincial. 4. Autoriser les acquisitions, l'aliénation et hypothèques. 5. Assurer la formation continue. Article 23, 16 nouveaux. Votre commission a amendé cet article par 2 points. Le remplacement à l'alinéa premier des termes 15 membres effectifs par le groupe des mots autant de membres en raison d'un membre par territoire ou commune rurale pour prendre en considération
pour prendre en compte la représentativité des territoires et des communautés rurales. Communes rurales. Le remplacement à la ligne D, le chiffre 5 par le chiffre 3, jugé raisonnable. Enfin, le remplacement à la ligne 3, au point 3, l'épithète générale par l'épithète provinciale mieux indiquée, il en est de même au point 4. Enfin, la suppression du point 6, laissant un nombre impair de membres du bureau pour faciliter la prise de décision. Tel qu'amendé, l'article 23 se lit. Le conseil provincial comprend autant de membres à raison d'un membre par territoire ou commune rurale élu par l'Assemblée provinciale. Le mandat des membres du conseil provincial est de 3 ans renouvelable une fois. Le conseil provincial est présidé par un bureau qui comprend des points, un président, un vice-président, un secrétaire provincial adjoint, un trésorier. Article 24, 17 nouveaux. Votre commission a des points premier tiré insérés au point 1, supra, pour compléter la disposition. Reformuler le point 1 et transférer ces dispositions après le point D pour une suite logique. Insérant au point 3 in fine le groupe des mots au niveau provincial vis-à-vis des tiers pour compléter l'idée. Intervertir le point 2 et 3 pour un bon agencement d'idées. Supprimer le point 4, jugé superfétatoire. Remplacer au point 5 le groupe des mots enquête ou suggestion concernant par le groupe de mots les questions liées à l'organisation et au fonctionnement des pour plus de clarté. Tel qu'amendé, l'article 24 se présente comme suit. Le conseil provincial a pour attribution des points 1. Le conseil provincial a pour attribution des points 1. Convoquer les réunions de l'Assemblée provinciale. 2. Représenter l'ordre au niveau provincial vis-à-vis des tiers. Assurer la défense des intérêts de l'ordre et en gérer les biens dans la province. 4. Veiller à la discipline des membres dans l'exercice de la profession, conformément à la présente loi et au règlement. 5. Saisir le Conseil national de toutes questions liées à l'organisation et au fonctionnement de la profession. 6. Délibérer sur toute question intéressant la profession relevant de sa compétence. Article 25, 18 nouveau. Un seul amendement a été porté à cet article, consistant à l'ajout in fine des termes de l'ordre pour raison de précision. Tel qu'amendé, l'article 25 se lit. Le collège des commissaires aux comptes est chargé de l'audit financier de l'ordre. À ce niveau, votre commission a créé l'article 26 bis, 20 nouveau, pour prendre en compte le conseil territorial ou communal énoncé à l'article 6, 7 nouveau. Il est ainsi libellé. Les conseils territoriaux et les conseils communaux sont dirigés, selon les cas, par un bureau composé des membres de ZELI, dont l'effectif et les attributions sont déterminés par les règlements intérieurs respectifs. Toutefois, le bureau du conseil indique à l'alinéa précédent, comprenant 1. Un président, un vice-président, un secrétaire adjoint, un trésorier. Chapitre 4 de la démission. En conséquence de l'amendement porté au chapitre 3, l'intitulé de ce chapitre est supprimé. Section première du tableau. L'intitulé de cette section, devenu paragraphe premier, a connu l'amendement consistant au remplacement de l'article contracté dû par le groupe de mots de la démission au pour une meilleure présentation. Ainsi amendé, l'intitulé de ce paragraphe est libellé de la manière suivante. De l'ordre de la démission au tableau. Article 27, 21 nouveau. Votre commission a, à cet article, remplacé le groupe des mots de tout le par l'article indéfini de jugé approprié. Ainsi, amendé, l'article 27 se lit. L'ordre tient un tableau de techniciens en développement rural. Article 29.
23 nouveaux. Cet article a été amendé par des points. Premier tiré, remplacement à l'énoncé de l'acronyme OTDR par les substantifs ordre mieux indiqués. Deuxième tiré, le remplacement au point 1 éliminé du bout des phrases être domicilié par le bout des